Est-ce que c'est fantastique ou barbant? 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super duel, jingle. La bande des enthousiastes, représentée par Dave Apadou et Patrick Chancet. Qui débute dans ce tandem? Et Patrick, je prends ta roue, moi. Patrick va donc être le premier. Tu m'amènes jusqu'au sommet, il est le premier candidat. Très drôle, c'est un président, j'aime beaucoup. Et l'épice froid de cette émission, Canto et Greg, qui débute? Voilà, j'en attendais pas moins de votre part. Magnifique. Canto. Si tu s'y veux. Il sera très bon. Canto, vous êtes pisse-froid, c'est barbant, pourquoi? C'est barbant parce que lorsque le Giro a eu lieu, on m'a dit que Pogacar l'avait écrasé parce qu'il n'y avait pas de concurrence, mais qu'il y en aurait énormément sur ce Tour de France. Et quand j'ai regardé le top 20 du classement UCI, on se rend compte qu'ils étaient quasiment tous sur le Tour de France. Je m'attendais à me régaler vivement. Malheureusement, on s'est rendu compte qu'il y avait un homme et qu'il y avait les autres. Et même si cet homme-là, je l'adore parce que c'est un puncher et c'est un attaquant, malgré tout, lorsqu'il y a un attaquant mais qu'il n'y a personne pour l'accompagner, on tombe rapidement dans un Tour de France qui peut être dans l'oubli plutôt que de marquer l'histoire. Alors moi je ne vois pas comment on peut s'être embêté sur ce Tour de France. Il me semble quand même que Pogacar a justement ça, c'est qu'il sait enflammer les courses, quelle que soit la façon dont il s'y prend, qu'il gagne ou qu'il perde. Là il a gagné, il a renoué avec le succès, il a réussi finalement à faire ce que peu de coureurs ont fait, en tout cas aucun ce siècle-ci, en gagnant 2 fois, c'est-à-dire Giro et Tour de France. C'est juste remarquable, gagner autant d'étapes, 12 étapes en 2 tours, ça s'est jamais vu. Même Merckx ne l'a pas fait. Je crois que là, franchement, on est évidemment au bout de ce qu'on peut imaginer. Ouais, j'ai rien contre Pogacar. Il fait ce qu'il a à faire, il prend ce qu'il a à prendre. Mais le fait est quand même que les derniers jours, j'ai allumé ma télé à reculons. Très franchement, je savais que les autres ne pouvaient rien faire. Almeida, qui est 4e du Tour, il est dans son équipe, il finit à 20 minutes. Enfin, il sait pas sportivement passer grand-chose depuis 5 ou 6 jours. Alors après, c'est admirable, ça ne lui enlève rien. J'ai plutôt envie de regarder du côté des autres qui n'étaient pas au niveau, de la structure dont certaines équipes ont été faites. Mais le fait est que c'est pas au niveau excitation. Ça allait pas bien loin. Dave. J'adore, ce sont les mêmes qui vont faire une statue à Eddy Merckx, qui vont maintenant critiquer et trouver ça barbant. C'est merckxien sa domination, parce que c'est pas une domination de gestionnaire, c'est ce qu'on disait, c'est quelqu'un qui va toujours chercher plus loin, qui même parfois prend des risques, même parfois on pourrait dire mais est-ce que c'est bien nécessaire de prendre ce risque-là? Il le fait, il accumule les victoires, il n'est pas là passif, il va chercher des choses, à chaque fois il se passe quelque chose, à chaque fois c'est lui qui va faire la décision, à chaque fois il bat ses concurrents au mano à mano, il est plus fort et je suis témoin. Il n'y a toujours pas 1 minute et des cacahuètes, il y a toujours 1 minute. Tout pile. Ma roue a des et en plus, vous me prenez un petit peu pour un âne. J'ai déjà été à votre place. Jamais. Donc, ce sera un petit carton jaune pour Dave Apadou. Votez soit pour le tandem, donc Dave et Patrick qui trouvent ça fantastique, soit pour Canto et Greg qui, à l'inverse, eux, trouvent ça plutôt barbant. Président Penaud, je vous ai senti, je sais très clairement où vous allez aller. Un des arguments de Dave a fait mouche, notamment. Il n'avait même pas besoin des 10 secondes de plus, parce que c'est évident, pour moi, il y a chaos technique absolu. Enfin, je veux dire, mais ce qui s'est passé là, c'est incroyable. Mais tous les jours, il y avait des trucs qui se passaient. L'ultra-domination, c'est l'histoire du Tour. L'histoire du Tour, depuis que je suis le Tour, mais on parlait de Merckx. Et vous êtes jeune. Je suis très jeune. L'argument Merckx, évidemment, l'argument Merckx. Mais pensons tous les grands champions, les Indurain, bon, Armstrong, on passe de côté. Mais toujours est-il que l'histoire du Tour, c'est l'histoire souvent d'une ultra-domination. Mais ce qu'ajoute Pogacar, il ajoute effectivement ce que faisait Merckx, c'est-à-dire le panache. Et ce qu'il nous a montré durant ce Tour de France, c'est un truc absolument incroyable. Alors, on met aussi de côté, après, il y aura des interrogations sur le personnage, sur la préparation. Ça, on est obligé d'en parler. Ça fait partie aussi du contexte, malheureusement, du cyclisme. Mais il n'empêche que lui, la personnalité qu'il a sur un vélo a fait que chaque jour, eh bien, il se passait quelque chose. Et même jusqu'à hier, où il dit, bon allez, je laisse l'étape, je ne veux pas gagner. Mais finalement, comme Evenepoel essaye d'attaquer après avoir fait rouler ses coureurs, après, il y a Vingegaard qui attaque, là, il est obligé finalement de récupérer l'étape, parce qu'il dit, je ne vais pas la laisser à Vingegaard, ce qui est logique, parce que ça aurait été un manque de respect incroyable pour Vingegaard. Il dit, petit, tiens, ce qui est logique, mais qui n'a pas été toujours dans cette logique dans le passé. On se souvient des cadeaux que faisait Armstrong à Pantani. Ce qui était horrible, Patrick, franchement, la tape sur les fesses de Armstrong qui dit, vas-y petit, franchement. C'est pas très beau, parce que c'est une forme de manque de respect.
on voit ça Vingegaard. comme ça aujourd'hui, mais franchement, à l'époque, on trouvait ça magnifique. mais quand Vingegaard- beaucoup d'observateurs trouvaient ça Oui, génial. c'est vrai. Ouais, mais quand Effectivement, Vingegaard- je me souviens de ça. Oui, Pas mais parce quand qu'il était Vingegaard ostentatoire, mais- gagne l'étape face à Pogacar, il ne se pose pas la question en disant bah, tiens, je vais laisser Pogacar. Il l'a battu à la régulière. Le seul moment où on s'est dit Pogacar et peut-être. D'ailleurs, cette analyse-là à l'époque m'avait. Mais pour le moins. Bon, non, mais alors là, vous arrivez, vous, après coup, vous nous dites, Oh, une fois qu'on sait que ça a mal, oui, bah mais forcément. parce oui. que simplement, il était battu au sprint par Vingegaard. Non, mais enfin, et après, on expliquait, mais Vingegaard, sur la 3e semaine, il sera plus fort. Moi, dès le premier jour, j'avais dit, on était là, mais moi, Patrick, je suis j'avais d'accord dit avec Sylvie. Vingegaard. J'étais étonné qu'il puisse suivre les premiers temps. Le premier jour, j'ai dit, tiens, c'est incroyable, je ne l'attendais pas à ce niveau de performance, vu ce qui s'est passé. Mais la 3e semaine, elle ne pouvait pas être pour lui. Ou alors, il y avait un truc qui ne fonctionnait pas. Si quelqu'un ne s'entend C'est pas... un entretien d'embauche. Ils veulent aller à la rubrique Justement, cyclisme. Je le connais, Hervé. Ils veulent c'est aller à la un petit rubrique peu ça. cyclisme. Il Donc, dit à Lionel Damboumont, I'm here. il dit au patron, je savais avant les autres, voilà. J'avais lu. J'avais lu, je savais. Non, il Non, faut. j'ai pas dit, je le savais. Non, mais Du je moment taquine. qu'il ne veut pas commenter le vélo sur la chaîne, moi, ça me va. Hors antenne, il m'a dit chasser, je trouve qu'il est un peu sur la fin. Mais je veux pas. J'ai dit que j'ai trouvé que les derniers kilomètres ont été difficiles pour lui. Un peu poussif. Il a fini fatigué. Retour à Nice avec Claire pour savoir si vous vous êtes embêté à suivre ce Tour de France, qui serait fâcheux parce qu'on aurait aimé le faire à votre place, ou si vous avez trouvé ça fantastique. Alors, ce que le peloton dit, en tout cas, c'est qu'on attendait peut-être plus de possibilités pour les échapper en fait dans cette 3e semaine. C'est souvent ce qu'on nous a répété entre cette 2e et cette 3e semaine. Ce que je voulais surtout ajouter, c'est que Pogacar avait dit avant de démarrer ce Tour de France qu'il était au meilleur niveau de sa forme ever, c'est-à-dire de toute sa carrière, et c'est même confirmé au fur et à mesure par ses opposants en fait. C'est Grisha Nirman, le directeur sportif de la Visma Lease the Bike, qui nous a dit ça il y a 2 jours. Il a vraiment pensé qu'il n'avait jamais vu Pogacar à un tel niveau également. Et pour prendre vraiment le pouls de ce que Pogacar est en train de faire, quoi de mieux que d'aller interviewer les coéquipiers du Slovène, dont le Français Pavel Sivakov. C'est Charles-Antoine Nora qui l'a rencontré à l'arrivée tout à l'heure du contre-la-montre. Je vous laisse écouter ce qu'il dit sur Tadej Pogacar et puis j'ajoute un truc après. Ouais, c'est le cycliste le plus fort que j'ai jamais vu et je pense que c'est vraiment historique ce qu'il réalise et je pense qu'il va réaliser aussi au fil de sa carrière. Et pour donner un petit peu de l'eau au moulin à votre conversation, Sivakov a ajouté quelque chose qui devient très intéressant. Il a dit qu'en fait, à partir du Galibier, ils avaient compris, l'équipe UAE, qu'ils allaient faire quelque chose de très bon. Le Galibier, c'était la 4e étape, c'est-à-dire très très tôt finalement dans ce tour, avant même les doutes que nous, on a eu finalement au Lioran quand Vingegaard est allé s'imposer devant Pogacar au sprint. Oui, vous disiez bien sûr, Hervé, ils avaient vu comme vous en fait. Oui, mais enfin, j'avais aussi le directeur sportif de temps en temps au téléphone, on en a parlé. Je lui ai dit, je le sens pas mal, Pogacar. Ça pose quand même le problème, cette domination. Par exemple, il y a 3 coureurs qui ont pris 12 étapes, en fait. Philipsen, l'Érythréen, et évidemment Pogacar. Quand je vois autant d'étapes dans la main d'un aussi petit nombre de coureurs, très franchement, ça me... Et Merckx, il a gagné combien 8 étapes sur un tour parce que les autres sont pas au niveau. Non, je veux pas. Alors déjà, Merckx, on parle de quelque chose de complètement différent. On parle c'était pas le même peloton. Merckx et Pogacar, aujourd'hui, on peut quand même se faire des comparaisons. Non, mais on parle... À l'époque, il y a 5 pays qui font du vélo. Maintenant, c'est mondialisé. On n'est plus du tout dans les mêmes... C'était hyper spécialisé. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que quand il y a autant d'étapes dans aussi peu de mains, je trouve qu'on a un problème. La compétition est moins vivante, en fait. Mais c'est-à-dire qu'elle est prévisible. Ça s'appelle malheureusement le professionnalisme. Moi, je le déplore. Non, parce que... C'est-à-dire que le Real Madrid gagne la Ligue des Champions 8 fois sur 10 les 10 dernières années. Le PSG champion Ligue 1. Et les plus gros gagnent à la fin. Moi, je le prends en revers. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on a parfois eu des tours cyclistes où les forces étaient très diffuses, etc. C'est très compliqué pour les non-spécialistes de lire un peu les rapports de force, hormis ce qui apparaît au classement. Là, pour moi, c'était très net. Et à chaque fois, il y avait un dénouement qui était fait entre les meilleurs, avec le meilleur qui mettait à l'amende, on va dire, Vingegaard. Tu l'as vu 5 ou 6 fois. Tu n'avais peut-être pas besoin de le voir 5 ou 6 fois. Si tu l'avais vu 2 fois, ça suffisait. Oui, mais Greg, ça veut dire... Ça s'est remis dans... Voilà, mais Greg, ça veut dire aussi que là, pour une fois, ce qui n'est pas le cas, effectivement, dans les différents tours, les meilleurs ont gagné, en quelque sorte. Oui, alors que souvent, on laisse partir des échappés. Le fait que dans le peloton, ça les a un peu énervés de voir toujours revenir les UAE, etc. Faut relativiser, parce que le Tour n'est pas dessiné de la même façon tous les ans. Et là, cette année, il était probablement beaucoup plus dessiné à la fois pour les
sprinters, et s'il y avait eu un sprinter qui dominait tout, il aurait fait une razzia. Là, il y en avait 2, ils se sont partagés les gains. Mais avoir autant de sprints dans un Tour de France, c'est pas très original. Avoir autant d'étapes de montagne non plus, mais avoir un vainqueur final qui veut gober autant d'étapes, ou qui les prend en tout cas, au final il les a. Ça, c'est ça qui est complètement original. Sur les gains d'étapes, on n'est pas sur des chiffres, sur des données, jusqu'à ce que Pogačar décide de gagner 3 étapes d'affilée, on n'était pas sur des chiffres ahurissants. Alors moi, ce qui me surprend beaucoup plus, et là où je te rejoins complètement, c'est qu'effectivement, quand on regarde dans le top 10, on a très peu d'équipes. Et j'ai regardé, depuis 1997, avant Festina, l'année avant, on n'avait jamais eu aussi peu d'équipes représentées dans le top 10. On a 2 équipes, bien sûr, on a 3 coureurs de l'équipe UAE. On a 2 coureurs de l'équipe Visma Lease Bike et on a 2 coureurs Soudal Quick-Step. Ça, c'est totalement particulier à ce Tour de France. Mais Patrick, ça va être de pire en pire. Bah oui. Ça va être de pire en dans pire, ce cas-là, il faudra se poser la question, est-ce que c'est une bonne chose pour l'avenir du vélo? Parce qu'il y a de plus en plus d'argent dans le vélo qui sont concentrés sur 2 ou 3 équipes. C'est-à-dire que l'équipe de Pogačar, vous avez 4 leaders qui peuvent être Tu as raison, Bertrand, mais avant, c'était ce plutôt 5 ou 6. Et là, maintenant, c'est 2 ou 3. Et quand ça se resserre un petit peu trop, que la domination est énorme, je peux vous donner aussi une autre stat, un écart aussi important entre le premier et le 10e. Là aussi, il faut remonter très loin en arrière. Donc, c'est encore une fois au siècle dernier. Donc, évidemment, avant, Merckx pouvait mettre 28 minutes au deuxième, et c'était l'époque de Merckx. Aujourd'hui, on est dans une autre, époque. Et pour autant, parce qu'il dit c'est pareil la Ligue des champions de foot, mais c'est pas pour ça que c'est souhaitable. Tu peux imaginer, par exemple, un salary cap, tu peux imaginer des choses, tu peux imaginer des instruments. C'est très difficile à faire. Mais pour l'instant, on n'a même pas commencé la réflexion dans le vélo. Monsieur l'appartient, peut-être qu'il y pense. C'est ce qui se passe depuis plusieurs années, et je trouve qu'on s'en offusque que maintenant. Il y a quelques années, il y a eu une super domination d'Ineos à travers Wiggins, à travers Bernal et Geraint Thomas. Pourquoi? Parce que c'était l'équipe avec le plus gros budget dans le peloton. Comme ça. Il y avait une équipe qui était comme ça, mais petit à petit, on a vu qu'en investissant dans ce sport, on était capable de créer de super teams et de pouvoir montrer un sponsor fièrement et gagner les plus grandes compétitions du monde. Derrière, on a vu la Visma Lease Bike le faire avec Jonas Vingegaard notamment et avec cette super team avant qui est appelée Jumbo. On a vu maintenant désormais cette équipe UAE et on peut se poser des questions là. Est-ce que les coureurs qui sont dans ces équipes-là sont les meilleurs du monde ou est-ce que ces équipes-là les rendent meilleur du monde? Les deux. Parce que quand on voit un garçon comme Nils Politt, par exemple, Nils Politt cette année qui est capable de monter en montagne et de venir faire le train, alors que de base c'est un garçon quand même qui a une grosse carcasse sur le vélo et qui est là pour prendre du vent uniquement sur les étapes de plaine, on se rend compte que chez UAE on est capable également de travailler pour faire progresser ces garçons-là. Donc aujourd'hui, moi je suis pas étonné de voir les équipes avec les plus gros budgets possibles, comme la Visma et comme la Team UAE notamment. Pourquoi? Parce qu'ils ont des moyens financiers. Alors est-ce que c'est la nutrition, est-ce que c'est la technologie, est-ce que c'est la préparation? C'est déjà le salaire. Voilà, il y a tout ça, mais en tout cas ces coureurs-là, aujourd'hui, sont mis dans des dispositions pour faire partie des meilleurs du monde, même dans leur rôle d'équipier. Mais non, c'est une histoire de moyens avant tout. C'est-à-dire que même s'ils ont effectivement la possibilité d'optimiser ce qu'on appelle les gains marginaux dans tous les domaines, le matériel, la nutrition, etc., c'est aussi et surtout grâce à l'argent, mais c'est aussi et surtout cet argent qui leur permet d'acheter de toute façon les meilleurs dans leur domaine. Ayuso, par exemple, tout le monde le voulait. Almeida, c'est pareil. Enfin, c'est quand même des types qui intrinsèquement sont concentrés dans 2 équipes. Et eux leur font signer des contrats de 6 ans. Donc forcément, c'est difficile de lutter, notamment pour les équipes françaises. On fera le bilan notamment des coureurs français.